démarrer, oui, juste un dernier petit point, merci de bien vous déconnecter aussi à la fin de cette réunion, pour que l'enregistrement se fasse, comme il faut. Ah, Approchez le micro. je vais essayer de parler un petit peu plus fort, ouais, n'hésitez pas. Est-ce que c'est mieux là, peut-être? Je vais démarrer, hein, et n'hésitez pas à me dire effectivement, si le son n'est pas assez fort. Donc alors avant de rentrer dans le détail de l'appel à projet, quelques petits points, peut-être de contexte. Donc cet appel à projet, donc c'est un appel à projet du programme FEDER Massif des Alpes 2021-2027. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien ce programme, donc c'est un programme qui couvre l'ensemble du périmètre du massif alpin, donc sur les deux régions, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, en tant qu'autorité de gestion, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc nous sommes responsables donc de ce programme et de cet appel à projet donc mobilité. À savoir aussi que cet appel à projet, c'est le deuxième de cette programmation. Il y en a eu un premier en 2023 qui était ouvert sur des modalités un petit peu plus restreintes, j'expliquerai par la suite. Aussi un point de préambule, c'est une thématique sur le programme FEDER Alpes, la thématique mobilité, qui est un petit peu en retrait, puisque vous voyez qu'on a programmé environ 0,66 millions d'euros de fonds, alors qu'on a une enveloppe totale qui s'élève à peu près 4 millions d'euros. Donc on est à 16% de programmation seulement, alors que les autres thématiques du FEDER Alpes, hein, voilà, mieux fonctionné puisqu'on est quasiment à 100% sur toutes ces autres thématiques. Bon, les raisons, c'est comme je le disais, qu'on a eu un seul appel à projet pour l'instant qui a été ouvert à ce stade sur cette thématique. Ah, voilà, un démarrage un petit peu plus tardif que les autres dispositifs, une thématique sur le fédéral qu'on connaît un petit peu moins que les autres. Donc c'est ce qui explique cela. Et donc, voilà, cet appel à projet avec, comme vous le verrez, une enveloppe assez élevée. À savoir aussi que cet appel à projet mobilité, donc 2025, on a élargi, comme je le disais, par rapport au premier qui a été ouvert. On a élargi les mesures de financement. On a 3 mesures de financement que je vais vous présenter, contre une seule mesure sur le premier appel. Cette rédaction de l'appel à projet, elle a été concertée. Donc nous, disons qu'on a le stylo en tant que service FEDER territorial de la région sud, mais on a beaucoup échangé avec nos collègues des services montagne et des services transport des deux régions partenaires du programme. C'est un appel à projet que j'ai aussi présenté, voilà, avec lequel aussi on a beaucoup échangé avec le commissariat de massif. Je l'ai aussi présenté en commission de transport du comité de massif. On a échangé aussi avec les services, notamment Europe des départements alpins. Et on a essayé aussi avec mes collègues du FEDER Massif des Alpes, hein, de consulter un peu les acteurs locaux et notamment les espaces valliens, là, dont beaucoup sont autour de l'écran aujourd'hui, pour avoir l'appel à projet le plus pertinent possible. Et donc un dernier point, ben, on est sur un appel à projet avec des mobilités certes, mais derrière des objectifs qui sont multiples, notamment le renforcement de l'accessibilité des territoires de montagne sur le massif alpin, une meilleure gestion des flux touristiques, la préservation de l'environnement bien sûr, et notamment la transition vers des solutions de transport plus durables, moins émettrices aussi de gaz à effet de serre. L'objectif d'avoir des infrastructures plus résilientes face au changement climatique et un soutien, on va dire, au développement économique et touristique. Bon, on ne prétend pas solutionner l'intégralité de ces enjeux-là, mais en tout cas, voilà, c'est vers ces objectifs-là qu'on tend, et ces objectifs qu'on avait en tête pour la rédaction donc de cet appel à projet. Alors, je vais rentrer dans la présentation maintenant. Donc, d'abord, une première slide un peu générale, une présentation générale de cet appel à projet avec tout ce qui, notamment sur les caractéristiques en dessous, est un peu commun à l'intégralité de l'appel et des 3 mesures. Donc cet appel à projet, comme vous l'avez peut-être vu si vous en avez déjà pris connaissance, il s'intitule Soutien à la mobilité durable et à l'accessibilité dans le massif alpin, avec 3 mesures comme je le disais. Une mesure 1 dédiée plutôt aux mobilités douces. Si c'est possible de couper vos micros, s'il vous plaît. Une mesure 1 donc dédiée aux mobilités douces et qui sera réservée, on le verra plus tard, qui est réservée aux espaces valliens. Une mesure 2 centrée sur la question de l'intermodalité. Et une mesure 3 sur des études de connaissances sur la vulnérabilité des réseaux et des infrastructures de transport face au changement climatique.
Alors, les caractéristiques générales de cet appel à projet, en termes de localisation, une opération elle sera éligible dès lors qu'elle est réalisée sur le territoire du massif des Alpes. Pas plus de conditions d'éligibilité géographique. On a une liste des bénéficiaires éligibles qui est commune là aussi à l'intégralité de l'appel à projet. Donc les collectivités territoriales, les parcs, donc les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, les établissements publics, et donc bien sûr les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les associations, les entreprises publiques locales. En termes de financement, donc comme je le disais, on a une enveloppe qui est assez élevée à l'échelle du massif, en tout cas du FEDER Massif des Alpes sur cet appel à projet qui est de 4 millions d'euros. Le taux d'aide FEDER, on sera entre 40% et 60% du coût total éligible, donc qui variera notamment en fonction bien sûr des besoins des projets, mais aussi des cofinancements éventuels que vous pourrez trouver. À savoir aussi qu'on a ouvert la possibilité de réaliser sur ce dispositif-là des avances, donc jusqu'à 30% du montant FEDER. Donc l'avance, elle est versée directement à la signature des conventions d'attribution, sans justificatif préalable. À savoir cependant que ce sera en fonction de l'enveloppe, bien sûr, et sur validation à l'instruction. Mais cette possibilité-là, en tout cas, elle est ouverte. Et donc en termes de temporalité, les opérations, elles doivent avoir démarré après le 1er janvier 2021 et elles ne doivent pas être achevées au moment du dépôt. Donc c'est des conditions un petit peu différentes de ce que vous pouvez avoir, parce que j'ai eu déjà des questions là-dessus, notamment sur des programmes comme Leader ou sur du FEADER, où souvent voilà, les projets ne doivent pas avoir démarré avant la date de dépôt. Nous, ce qu'on va regarder essentiellement, c'est que le projet ne soit pas achevé au moment où il est déposé, donc sur la plateforme e-Synergie de dépôt des subventions FEDER. Alors, j'ai une petite remarque aussi quand même, à savoir que pour les opérations qui sont soumises aux aides d'État, normalement les travaux ne doivent pas avoir démarré avant toute demande formalisée des publics. Je le mets en remarque parce que, a priori, on ne sera pas concerné sur cet appel à projet, étant donné qu'on est sur des prérogatives de puissance publique, donc on n'est pas soumis à des régimes d'aide, mais voilà, je préfère le mettre pour envisager toutes les options possibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est regardé, qu'on peut regarder directement voilà, en amont même du dépôt en fait, du dossier. Voilà pour cette présentation un petit peu générale. Je vais rentrer ensuite donc, dans le détail des différentes mesures, en commençant donc, par la mesure 1. Donc la mesure 1, favoriser l'accessibilité et les écomobilités touristiques et de loisirs en lien avec les stratégies des espaces valliens. C'est cette mesure-là qui était ouverte uniquement sur le premier appel à projet, donc 2023 que j'évoquais tout à l'heure. Alors, cette mesure, eh bien, je vais d'abord vous présenter les objectifs et les actions éligibles. Donc, sur les objectifs, on est sur l'objectif de favoriser l'accessibilité des territoires de montagne et de garantir un développement économique et touristique équilibré et qui répond aux défis environnementaux, donc notamment réduction de la pollution, limitation des gaz à effet de serre. On a trois grands types d'actions éligibles sur cet appel à projet. D'abord, la création, rénovation et les aménagements de liaisons douces, donc entre différents points du territoire, qui vont favoriser tout type de mobilité, en incluant bien sûr la mobilité du quotidien. On est sur une mesure, comme je le disais, dédiée à l'espace valléen, mais donc plutôt sur une entrée, on va dire, de développement touristique. Cela dit, cette dimension mobilité du quotidien est de plus en plus présente dans tous les projets de liaison douce, et donc voilà, évidemment pas exclu, mais plutôt encouragé sur cet appel à projet. Donc toutes les zones douces qui ont un faible impact environnemental, donc voies piétonnes, voies cyclables, voies équestres, toutes les voies vertes en fait, voilà, toutes les liaisons douces qui sont éligibles sur cet appel à projet. On va avoir aussi les aménagements et les équipements touristiques et les services vélos le long de ces voies. Donc ça peut concerner des aires de repos, les aménagements et les équipements qui y sont liés, tout ce qui va être la signalétique, les jalonnements vélo, tout visuel d'interprétation des paysages, et donc bien sûr tous les services vélos, donc les stationnements, les bornes de recharge de vélo à assistance électrique, consignes, stations de lavage, gonflage, réparation, voilà, tout type de services vélo qui sont éligibles aussi. Et il y a un troisième type d'action, donc qui est un petit peu distinct des deux qui sont au-dessus, qui vont un peu plus ensemble, qui concerne les études liées au projet d'ascenseur valléen. Donc essentiellement les études, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un peu une petite exception qu'on a sur cet appel à projet.
les études préalables à ces projets d'ascenseur valléen, donc ils sont éligibles aussi sur cet appel. Donc comme je le disais, c'est une mesure dédiée aux espaces valléens, donc c'est-à-dire que pour pouvoir être éligible sur cette mesure, il faut obligatoirement avoir une validation en copile espace valléen des projets. Il faut que ces projets-là soient vraiment prévus dans la stratégie des espaces valléens et validés par les espaces valléens, sinon ce ne sera pas possible de déposer sur cette mesure. À savoir aussi qu'il est possible de déposer des projets combinés, donc entre la mesure 1, celle-ci là que je suis en train de détailler, et la mesure 2 que je vais aborder ensuite. Voilà, on peut avoir des projets combinés si, bien sûr, il y a une cohérence hein, entre ces différents types d'actions. C'est possible, sous réserve de respecter les plafonds et les planchers sur chacun de ces volets. Et bien sûr, la validation des espaces valléens, elle est requise uniquement sur le volet 1 que je présente là actuellement. Elle n'est pas requise sur le volet 2, puisque c'est une mesure qui est un petit peu plus large en termes de bénéficiaires éligibles. Mais voilà, sachez que il est possible d'avoir des projets un peu combinés. On a permis cela pour éviter, si on a un projet qui est cohérent sur un même espace valléen, qui répond à la fois à ces deux enjeux, bah, de ne pas avoir à déposer deux dossiers, de pouvoir en fait tout déposer dans un seul dossier, c'est plus simple en termes évidemment de gestion, que ce soit de votre côté porteur de projet ou de notre côté en instruction. En termes de coûts éligibles, donc on a des coûts éligibles planchers et des coûts éligibles plafond sur sur cette mesure. Pour les études ascenseur valléen, on est entre 100 000 et 300 000 euros. Et pour les projets d'investissement, hein, donc tous les autres projets, entre 200 000 et 1 million d'euros. Sur cette mesure, ce qui est éligible, ce sont donc des coûts, des coûts au réel, hein, les coûts directs au réel, hors taxe. Et donc on va avoir les travaux, les équipements et tout ce qui va être toutes les prestations de services, donc les études préalables, études préopérationnelles, opérationnelles, AMO, maîtrise d'œuvre, les prestations de médiation aussi, qui sont éligibles sur cet appel à projet. Voilà. Donc, tous ces coûts-là, ils sont éligibles au réel. Et on a aussi permis, donc sous la forme de ce qu'on appelle une option de coût simplifié, des coûts indirects, qui sont, eux, éligibles au forfait. En fait, ça va concerner tous les frais administratifs qui ne sont pas directement rattachables à l'opération, mais qui sont vraiment nécessaires au projet. Et donc là, on a un taux forfaitaire qui est de 7% des coûts directs. C'est-à-dire qu'on va appliquer, nous, d'office, en fait, 7% supplémentaires à tous les coûts que j'ai mentionnés au-dessus, pour prendre en compte ces frais administratifs qui sont voilà, beaucoup plus difficiles à instruire au réel. Donc c'est pour ça qu'on a cette option de coût simplifié qui nous est permise par l'Union européenne. Donc on l'a activée sur cette mesure. En termes de calendrier, à savoir que les dépenses elles devront être engagées et payées, donc évidemment dans le calendrier prévisionnel d'exécution du projet, mais en tout état de cause entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2029. Cette date, elle est importante, c'est vraiment une date ultime, qui est une date, je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation, mais qui est vraiment la date limite de fin d'éligibilité des dépenses pour l'intégralité du programme FEDER, en fait, pas seulement le FEDER Massif des Alpes, mais pas seulement cet appel à projet. Voilà, donc il faut bien avoir en tête cette date du 30 juin 2029. Et maintenant une slide sur tout ce qui n'est pas éligible pour préciser un peu ce que j'ai dit auparavant. Alors c'est un titre d'information, hein, c'est une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais voilà, c'est les grands points. Donc ce qui n'est pas éligible, d'abord, bien sûr, les projets non validés, je le redis, hein, comme ça au moins c'est bien clair, mais les projets qui ne sont pas validés en copie l'espace valléen. Les études seules, je l'ai dit tout à l'heure aussi, on a une seule exception qui sont les études ascenseurs valléens. En revanche, les études seules sur les autres types de projets d'investissement, les études préalables seules, elles ne seront pas éligibles. Il faut nécessairement qu'il y ait des investissements valorisés dans le plan de financement pour pouvoir déposer un dossier. En miroir, donc, étant donné qu'on ne rend éligible que les études d'ascenseurs valléens, et bien les projets d'investissement pour les ascenseurs valléens ne sont pas éligibles, tout simplement parce que ce sont des projets conséquents et que, au vu des enveloppes dont on dispose, ce n'est pas possible pour nous d'aller sur ces projets-là. Néanmoins, on a souhaité quand même pouvoir soutenir les études. Donc voilà, c'est l'explication à cette petite dérogation par rapport aux autres types de projets. On ne peut pas aussi financer sur cet appel à projet et sur le FEDER Massif des Alpes, sur le FEDER d'ailleurs même en général, l'acquisition de véhicules.
Ça concerne y compris donc les vélos et les vélos à assistance électrique. Voilà, je le redis aussi parce que j'ai déjà eu cette question et je sais qu'il y a pas mal de projets un petit peu d'acquisition de vélos à assistance électrique par plusieurs collectivités sur le massif. Ça, c'est réglementairement pas possible en fait sur le FEDER en métropole, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'exclure ce type de dépenses. Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières, toutes les dépenses qui bénéficient déjà du soutien d'un autre fonds, d'un autre programme, d'un autre instrument de l'Union européenne, ça aussi c'est quelque chose qui est voilà, réglementaire. On ne peut pas avec deux fonds européens aller sur une même opération. Donc ces dépenses-là, elles sont nécessairement exclues du soutien. Les dépenses de ressources humaines ne sont pas éligibles et les dépenses de construction, tout ce qui va être travaux en régie, voilà pour la présentation de la mesure 1. J'en viens ensuite donc à la mesure 2. La mesure 2, donc, qui s'intitule Développer de nouvelles offres de mobilité dans les territoires alpins, favoriser l'intermodalité. Donc, une mesure nouvelle, hein, comme je disais tout à l'heure, qui n'a encore jamais été ouverte, qui est prévue dans le programme, bien sûr, FEDER Massif des Alpes, mais qui n'a encore jamais été ouverte pour l'instant. Alors, cette mesure, l'objectif, principalement, ça va être de faciliter les déplacements du quotidien tout au long de l'année, d'encourager le report modal de la voiture individuelle vers les autres modes de transport, et d'améliorer aussi la gestion des flux, notamment des flux touristiques, de dynamiser l'économie locale. Donc, voilà, plusieurs objectifs aussi sur cette mesure-là. En termes d'actions éligibles, on a deux grands types d'actions éligibles. D'abord, on va avoir tout le volet création, rénovation, aménagement d'aires multimodales. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on a centré la mesure en termes d'investissement. Voilà, aires multimodales, petit hub de mobilité, voilà, c'est aussi une formule qu'on peut trouver souvent. Donc on va financer ici les infrastructures et les équipements, tout mobilier urbain dédié à ces petits hubs de mobilité. Voilà, ils sont détaillés dans l'appel à projet, hein, mais la signalétique, les abris, les bancs, des bornes aussi, RPE pour l'autopartage, voilà, tout ce type d'investissement-là. Tous les équipements numériques aussi, du type borne Wi-Fi, du type borne de recharge pour téléphone, et bien sûr les dispositifs qui favorisent l'utilisation du vélo, un petit peu les mêmes actions que ce qu'on avait aussi sur la mesure 1, mais cette fois centré sur ces aires multimodales. Et on a rendu aussi éligible un volet plus numérique sur le développement d'applications ou de solutions qui facilitent le référencement des données pour permettre de soutenir la mobilité dans ces zones. Donc tout type en fait de solutions qui vont permettre pour les usagers de mieux planifier leurs trajets intermodaux, tout ce qui va permettre de mettre en relation les covoitureurs, réserver des véhicules en autopartage, mettre en place des services de vélo en libre service, d'autostop organisé, aussi la réservation de transport à la demande, de services de mobilité solidaire, voilà, tout type de mobilité en fait. À savoir qu'il y a une condition d'éligibilité spécifique sur sur cette mesure pardon, aussi, qui concerne donc les réalisations physiques. Elles doivent avoir lieu dans des aires bien sûr multimodales, et ce qu'on entend par là en fait c'est des zones qui disposent d'au moins deux solutions de transport. Donc voilà, nécessairement on prendra les dépenses liées aux réalisations physiques qu'à cette condition-là, d'avoir une aire avec un minimum de solutions de transport. Au niveau des coûts éligibles, sur les coûts éligibles planchers et plafonds, on retrouve les mêmes coûts éligibles planchers et plafonds que les projets d'investissement de la mesure 1. Donc on est entre 200 000 et 1 million d'euros. On retrouve aussi à peu près les mêmes types de dépenses éligibles, hein, coûts directs au réel, hors taxes, travaux, équipements, prestations de services. Euh, on a une petite spécificité en revanche, c'est qu'on a ajouté, comme j'évoquais là, les actions liées au développement des solutions numériques, donc l'acquisition, la location de logiciels, donc au prorata de la durée du projet, hein, lorsqu'on parle de la location. Voilà, cette dépense qui est un petit peu spécifique. Et on a aussi sur cette mesure toujours les coûts indirects au forfait, donc un forfait de 7% des coûts directs. Le calendrier, j'y reviens pas en détail, je le remets quand même voilà, pour que ce soit bien clair, hein. On est entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2029, donc les dépenses doivent être engagées, payées dans ce calendrier-là.
pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure. Là aussi, pour préciser un peu ce qui ne va pas être éligible sur cet appel à projet, donc de la même manière que la mesure 1, hein, sans la petite dérogation que j'évoquais tout à l'heure, les études seules ne sont pas éligibles. Il faut nécessairement qu'il y ait des investissements qui soient présents dans le plan de financement pour pouvoir financer des études préalables en travaux. On a exclu les projets d'aménagement spécifiques de stationnement en voiture, donc hormis bien sûr les espaces qui sont dédiés à la mobilité partagée. Voilà, parce que ce sont des projets qui sont assez lourds, qui peuvent parfois effectivement avoir du sens dans des projets de multimodalité, mais qui sont compliqués en termes d'instruction pour nous, voilà, et en termes surtout de coûts. Donc on a fait le choix d'exclure ce type de dépenses-là. Et ensuite, c'est les mêmes exclusions que ce que j'évoquais en mesure 1. Donc là aussi, hein, acquisition de véhicules, acquisition foncière, toutes les dépenses qui ont déjà eu un soutien européen, les dépenses de RH et autoconstruction d'un travaux en régie. Pour cette mesure 2. Je viens ensuite à la mesure 3. Ensuite, j'évoquerai la grille de sélection et puis on pourra peut-être faire un premier temps d'échange. J'ai pas mal de questions déjà. Donc sur la mesure 3, celle-ci elle est un peu spécifique. On est sur une mesure qui vise à améliorer les connaissances sur les enjeux de mobilité au sein du massif alpin, du point de vue spécifiquement de la résilience face aux risques naturels. Ici, l'objectif, il est de renforcer la résilience des territoires de montagne, en sachant que lorsqu'on veut renforcer la résilience, ce qui est important souvent, c'est la capacité des systèmes de transport à faire face aux aléas climatiques. Donc c'est ce qu'on vise ici, sur cette mesure. Et ici, en termes d'action éligible, on est vraiment sur des études. C'est pour ça que la mesure est un peu spécifique par rapport aux deux autres sur lesquels on est plutôt sur des projets d'investissement. Et on est sur des études vraiment de connaissances, c'est-à-dire des études qui vont avoir pour objectif d'identifier ou de préciser la vulnérabilité d'infrastructures et des réseaux de transport au sein du massif face aux aléas climatiques, bien sûr dans une perspective d'adaptation au changement climatique. On a listé ce qu'on entendait par ces études-là, donc elles peuvent comprendre notamment des cartographies de zones vulnérables, des estimations du degré de vulnérabilité. Voilà, ça peut être du point de vue des possibilités de substitution d'une infrastructure par une autre ou de l'importance économique d'une infrastructure, voilà, tout ce qui peut caractériser ce degré de vulnérabilité. Et aussi en termes d'action, l'élaboration de scénarios, bien sûr, d'adaptation, de sécurisation. C'est un petit peu une mesure un petit peu spécifique, vraiment centrée sur ces études de connaissances. Et donc, là, on est sur des coûts éligibles plancher et plafond et sur des coûts éligibles globales qui sont un peu plus restreints forcément. Cette fois, on va être sur des coûts éligibles entre 100 000 et 300 000 euros sur ce type de projet. Et donc, sur les coûts directs, on est essentiellement sur des prestations de services, donc de type diagnostic, de type conseil juridique, technique, de type aide à la décision, cartographie, voilà. Tout ce qui correspond à ce que j'ai évoqué en termes d'action auparavant. Vous ne m'entendez pas très bien, c'est ça. Et on a aussi les points directs, là encore. Forfait donc à 7% des coûts directs, et le calendrier, cette fois j'y reviens pas, je l'ai remis, qui est toujours le même que sur les autres mesures. Pour préciser donc les exclusions, voilà, je reprécise, on est vraiment sur des études de connaissances, des études stratégiques, d'aide à la décision, des études qui vont orienter les politiques publiques et pas vraiment sur des études préalables à des travaux d'investissement. C'est un petit peu des types d'études qui est un peu différente. Vraiment des études de connaissances sur cette action-là. Et bien sûr, c'est assez évident, mais je le redis quand même, hein, on ne peut pas retenir sur cette mesure les travaux d'investissement et les acquisitions d'équipements. On n'a pas rendu éligible les dépenses de RH non plus. Et bien sûr, les dépenses qui bénéficient déjà d'un soutien de l'Union européenne par ailleurs. Donc voilà pour une présentation assez globale de ces trois mesures. Je
Je vais évoquer un petit peu la sélection et puis ensuite on fera un premier temps d'échange avant de rentrer plutôt sur les aspects modalités de candidature. Alors sur la sélection, donc il y a une grille de sélection, hein, que vous trouvez dans l'appel à projet, qui est explicite. Cette grille de sélection, elle est commune aux 3 mesures. Les critères de sélection, en fait, ils nous permettent d'évaluer les opérations et de les classer entre elles, notamment si on a un dépassement d'enveloppe. Voilà, si on a un montant de projet qui dépasse les 4 millions d'euros que j'ai évoqué tout à l'heure, nécessairement, on ne pourra pas retenir l'intégralité des dossiers, et donc il faudra qu'on les classe. Et c'est à partir de cette grille de sélection qu'on va les classer. Il y a 2 grands blocs sur cette grille, un bloc qualité et un bloc performance. Donc le bloc critères de qualité, on a plusieurs sous-critères, on a aussi des sous-sous-critères, si vous avez regardé un petit peu la grille. Donc les sous-critères, ils concernent d'abord la résultat du projet, le processus d'élaboration, le cadre de réalisation. On a un critère aussi sur le niveau de maturité du projet, différentes dimensions de maturité qu'on regarde aussi. On a le critère valeur ajoutée et impact du projet sur la thématique ou sur le territoire. Ça, je vais y revenir dans la slide suivante pour le préciser un petit peu, parce que c'est le critère le plus qui donne le plus de points. Et on a aussi un critère sur la réponse à ce qu'on appelle les principes horizontaux de l'Union européenne, donc les 3 grands enjeux, développement durable, égalité femmes-hommes et non-discrimination, qui sont des critères qui sont communs à toutes les opérations sur les fonds fédéraux. Et un deuxième bloc donc sur les critères de performance, avec 3 sous-critères, la capacité administrative, la performance financière et la contribution du projet dans l'indicateur. À savoir que cette grille de sélection, elle n'est pas seulement importante pour classer les projets entre eux, mais elle est aussi importante en termes d'éligibilité. C'est-à-dire qu'il faut obtenir la moyenne sur les 2 blocs pour être éligible. Donc au moins 7 sur 14 et 3 sur 6 minimum. Pas seulement avoir 10 sur l'intégralité du projet, mais vraiment avoir la moyenne sur les 2 blocs. Sinon le projet n'est pas éligible. Donc petit focus sur le critère valeur ajoutée, comme je le disais, donc qui est sur 8 points. On a 3 grands sous-critères qu'on a souhaité valoriser ici. Les projets qui seront favorisés, c'est des projets qui proposent une approche d'abord qui est vue comme structurante pour le massif alpin. Ce qu'on met en avant ici, c'est notamment le caractère interrégional. Donc on est sur un programme Filière Massif des Alpes, donc, qui est interrégional par définition. Donc c'est une dimension qu'on a souhaité valoriser dans cette grille de sélection. On ne l'a pas retenu comme une condition d'éligibilité, en revanche, on la regardera fortement sur la sélection. Tous les projets qui ont une dimension interrégionale qui est significative, ils seront valorisés, ils obtiendront le plus de points. Ce critère-là, sur le critère structurant, il est sur 4. Si ce caractère interrégional il n'est pas présent, ou s'il est disons un peu moins présent, on regardera quand même l'approche structurante pour le territoire sur lequel ces projets se déroulent, du point de vue de plusieurs critères qualitatifs qui peuvent être la mobilité du quotidien, la question du report modal, notamment sur la mesure 2, le rôle des désenclavements pour les territoires, plusieurs aspects qu'on va regarder en termes de qualité et pour déterminer ce caractère un petit peu structurant du projet. Ensuite, on va regarder la pérennité. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde toujours sur les projets européens, mais là, on a rajouté une dimension un peu plus précise sur la résilience face aux risques naturels, vu l'importance de plus en plus grande de ces phénomènes. Et vu, bien sûr, la dimension qu'ils prennent dans les enjeux de mobilité. Donc on va regarder spécifiquement aussi ce critère-là, cette fois sur 2 points. Et sur 2 points, on a aussi des critères sur la dimension environnementale et éco-responsable. Ça, c'est une dimension sur beaucoup de projets sur le FEDER Massif des Alpes, qui est une dimension d'éligibilité. Si certains ont déjà déposé, par exemple, des projets sur le volet tourisme, ils les connaissent peut-être via les critères d'éco-conditionnalité. Sur la mobilité, ce n'est pas un critère d'éligibilité dans le programme. Néanmoins, on a souhaité quand même les valoriser, ces critères à la sélection. Et on a repris en fait un petit peu la liste de ce qu'on trouve dans les critères d'éco-conditionnalité, mais cette fois, on regarde plutôt d'un point de vue sélection. Donc la question de la non-imperméabilisation des sols, la préservation du milieu naturel, du recours aux matériaux biosourcés lorsqu'on a du mobilier urbain, par exemple, les projets qui ont
attention particulière sur l'enjeu déchets. Voilà, tous ces types de sous-critères. À savoir que, étant donné qu'on est sur des critères qui ne sont pas du tout quantitatifs, on va avoir besoin que les projets ils argumentent beaucoup sur ces critères-là, et donc là où vous pourrez argumenter sur la réponse à ces critères, c'est dans l'annexe 2 du dossier de demande d'aide là, que j'ai mis en haut de la slide. C'est une annexe qui est importante qu'on va regarder du point de vue de l'atteinte de ces critères. Et bien sûr, on vous encourage à transmettre toute pièce justificative qui peut vous permettre d'obtenir un maximum de points sur ces critères-là. Encore une fois, je le redis, ils seront importants, notamment si la sélection elle est forte sur cet appel à projet. Voilà, j'en ai fini pour ma première partie. On peut passer un petit temps d'échange. Magali, tu me disais qu'il y a pas mal de questions déjà. Je vais retranscrire, sans regrouper certaines. Donc, mobilité douce entendue comme mobilité active uniquement. Ça peut être mode voiture, vélo. Oui, les mobilités douces, oui, on les entend essentiellement comme mobilité active. Alors, je reviens sur la slide. C'est vrai qu'on a, comme je disais, le volet aussi étudié au projet de l'ascenseur valéen, mais au-delà de ça, oui, on est essentiellement là sur les mobilités actives. Hein, ce qu'on entend par mobilité douce, c'est ça. Main levée, alors est-ce que c'est sur ce sujet-là? Oui. Quelqu'un qui voulait s'exprimer? Vous pouvez prendre la parole. Isabelle Bonhomme. Oui, bonjour. Tout à l'heure, donc, vous avez indiqué que seuls les projets, enfin les études avec des aboutissant à des travaux pouvaient être pris en compte. Oui. Nous, on a un projet de hub touristique, mais aussi qui sert à l'année, enfin un hub un peu multifonction. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'idée précise de ce que le projet va coûter? On a besoin d'une étude préalable pour le définir, et notamment pour définir le partage aussi après des charges entre plusieurs maîtres d'ouvrage, puisque c'est un secteur qui servira à la fois au département, à la commune et à la communauté de communes sur sa compétence mobilité. Est-ce que, du coup, on peut déposer un dossier de demande de subvention sur cette première action d'étude, ou il faut déjà qu'on conduise cette opération pour après déposer une demande de financement sur études plus travaux? Alors, non, en fait, dans la mesure où vous avez un estimatif, malgré tout, vous arrivez à avoir un estimatif bon, le plus détaillé possible. Je comprends que c'est pas évident forcément à ce stade-là, mais des travaux qui auront lieu derrière, vous pouvez tout déposer directement dans le même dossier. Hein. Ça, c'est Oui, mais possible. si j'ai pas d'estimatif, comment je peux faire? S'il y a pas, non, c'est sûr que si vous n'avez vraiment pas d'estimatif du tout à ce stade-là, on ne pourra pas le retenir. Nous, vraiment, la condition, elle est la suivante. Hein. On sait qu'elle peut être un peu difficile, mais c'est vraiment d'avoir des investissements qui sont prévus au dossier. Voilà. Ok, Ouais. c'est noté. Merci. Sur les mobilités douces et mobilités actives, du coup. Est-ce que tu avais d'autres... Non, je n'avais pas d'autres, à moins que je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On a la notion de voie douce peut considérer les itinéraires et aménagements qui empruntent des routes à faible trafic, des voiries partagées. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de précision peut-être sur la personne qui a posé cette question? Oui, bonjour, je me permets de prendre la parole, c'est moi qui ai posé la question. Oui. J'entends en fait voiries partagées, des voiries typiquement communales ou départementales à faible trafic, où on a fait passer des boucles cyclotouristiques ou des itinéraires cyclables comme l'adjurance à vélo. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est considéré comme des voies douces ou pas? Oui, en fait, on s'est pas mal posé la question de restreindre sur cet appel à projet et de définir ce qu'on entendait par les zones douces, mais on a souhaité quand même rester assez large parce que on entend que sur ces territoires de montagne, on peut avoir
voilà, parfois, c'est pas forcément évident d'avoir des voies dédiées. Et dans la mesure où ces aménagements-là, ils permettent de favoriser le développement de la pratique du vélo, oui, on peut les retenir. Il faudra qu'on regarde peut-être plus en détail, qu'on échange un petit peu plus en détail sur le projet, mais a priori, moi, je vois pas de problématique d'inéligibilité là-dessus. Ok. Vous aviez une autre question? Non, c'était juste pour préciser, effectivement, on ne parle pas de voies dédiées, on peut parler donc de voies, effectivement, de voiries partagées. D'accord. Ok. Ensuite, on avait des questions sur les études ascenseur Valéan. Ouais. Quel type d'études? Faisabilité, mais est-ce que ça peut être AVP Pro? Est-ce que ça peut être ingénierie? Est-ce que ça peut être rédaction de CCTP? Choix de Oui, même chose, on est resté assez large aussi sur la définition ici de ce qu'on entendait par études. Dans tous les cas, on ne pourra pas aller sur probablement pas en fait, ce qui va surtout dépendre, voilà, ce qui va surtout permettre de savoir ce qu'on retient ou pas, c'est les montants. Je reviens, on est sur des études entre 100 000 et 300 000 euros maximum. Donc c'est surtout ça en fait qui va permettre de définir après ce qu'on retient ou ce qu'on retient pas. Par contre, on n'a pas souhaité préciser en détail ce qu'on entendait derrière par étude. Donc ça peut être tout type d'études en fait liées à ces projets-là. Ensuite, sur la définition d'ascenseur Valéan, c'est vrai qu'on n'a pas forcément défini. Est-ce que c'est fond de vallée station ou est-ce que ça peut être des projets qui desservent des hameaux avant la station? Bon, on n'a pas défini On non n'a pas plus. défini. On a eu un projet, on a financé un projet qui n'était pas forcément un projet sur la première appel à projet, qui n'était pas un projet fond de vallée station. Donc voilà, on n'a pas souhaité restreindre non plus. Donc oui, même chose, hein, il faudra qu'on en discute peut-être plus en détail. A priori c'est possible. Ensuite, sur l'aire multimodale, Oui. comment on l'a définit à partir de 2 modes, quels Oui. qu'ils soient? Est-ce qu'on est bien là-dessus? Alors de mode, pas vraiment quel qu'il soit. C'est vrai que je les ai pas listés, mais vous les avez dans l'appel à projet. Voilà, je voulais être un peu synthétique sur la présentation, mais dans les appels à projet, ils sont définis ces modes de transport. Je peux vous les relire, hein, mais on est quand même assez large, parce qu'on a mis bus, train, vélo, le transport par câble, le transport lacustre, mobilité partagée, mobilité solidaire. Donc on est vraiment sur voilà, un spectre normalement assez large de ce qu'on entend par deux solutions de transport. Donc c'est deux solutions de transport parmi ce que je viens de citer. Ensuite, il y a une question sur les ateliers de réparation de vélos, est-ce qu'ils sont considérés comme service vélo et donc éligibles? C'était vraiment sur une zone. Oui, mais qu'est-ce qui est entendu exactement? Est-ce que c'est possible de préciser cette question, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Ça serait oui, les ateliers de vélo, savoir, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de RH possible, mais par contre, au niveau des ateliers de réparation, donc c'est-à-dire que quand je vois que c'est pour encourager le report modal ou Oui. faciliter les déplacements du quotidien, nous, globalement, les ateliers de vélo, c'est un lieu où vous pouvez venir réparer votre vélo, apprendre à réparer, et du monde est là, je ne sais pas si vous connaissez. Mais et globalement, donc j'imagine s'il n'y a pas de RH et qu'il n'y a pas de salariat. Mais par contre, s'il peut y avoir soit de l'aménagement ou soit de la mise à disposition de pièces ou autres, on a des fois affaire à de forts investissements. Et voilà, c'était savoir si c'était éligible ou pas. Je pense qu'il faudrait qu'on en échange peut-être plus en détail là-dessus. Ok. À première vue, non, mais il faudrait voir. Ouais. Non. Il faudrait qu'on Ok. échange un peu plus là-dessus. Ça peut rentrer. J'y viendrai après dans le cadre des modalités de candidature, mais on a des petites fiches projets un peu qui nous permettent justement d'échanger. Donc peut-être qu'on vous demandera de remplir cette fiche-là pour avoir un peu plus de détails. Et après, sur cette base-là, on pourra échanger un peu ensemble pour voir s'il est possible ou pas d'intégrer ce type de projet-là. Parfait, merci. Ensuite, on avait des questions par rapport au fait de pouvoir financer des projets. Donc, réaliser, non. Déjà démarré, oui. Oui. Non terminé. Oui. Et bon, ça dépend évidemment de la
fait de faire appel à un régime d'aide ou pas. Normalement, non. Donc, on doit pouvoir financer voilà, des actions qui ont démarré mais qui ne sont pas terminées. Ensuite, on avait alors, le financement du jalonnement d'un nouvel itinéraire cyclable semble bien éligible, mais est-ce que la mise en tourisme, communication web, prime promotion l'est également? Alors sur le volet communication, en fait, ce qu'on va rendu éligible, c'est tout ce qui va être les prestations de médiation, prestations de sensibilisation. Voilà, ce genre de dépenses. Par contre, on n'a pas rendu et on n'a pas souhaité rendre éligibles toutes les petites dépenses de communication, voilà, print, ce genre de choses. Ça, non, on pourra pas aller là-dessus. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, bonjour. Oui, juste pour préciser, on est en train de travailler sur un tour du Vercors, donc un itinéraire cyclable en cyclotourisme. Donc, on a un jalonnement à prévoir sur 300 km. Et la question, c'est derrière, voilà, une fois qu'on a fait ça, il y a aussi de la promotion, de la mise en tourisme, un peu de communication, sans quoi on a du mal à faire vivre un produit comme celui-ci. Donc, c'est savoir si ça pouvait, voilà, rentrer. C'est très lié à l'aspect jalonnement. Mais si ça pouvait aussi bénéficier d'une aide. Comme je le disais, oui, alors on a un volet prestation de communication dans les dépenses de prestation sur lesquelles on peut financer ce type de dépenses-là. Et après, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité intégrer les coûts indirects à hauteur de 7% des coûts directs qui viennent gonfler un peu le projet, donc qui peuvent venir compenser ce type de dépenses. Alors, c'est pas vraiment des dépenses de coûts indirects. Cela dit, voilà, c'est un forfait de 7% qui vient automatiquement gonfler l'assiette de dépenses, voilà, qui peut vous permettre de prendre en charge certaines dépenses par ailleurs. Donc voilà, il faudra peut-être aussi, pareil, qu'on échange un peu plus en détail pour voir ce qui peut être éligible ou pas dans ce que vous avez prévu de faire. Ok, merci. Alors ensuite, on a une question sur le taux FEDER. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il peut être entre 40 ou 60%? Ça va être essentiellement selon les cofinancements que vous allez pouvoir obtenir. Donc, on part sur du 60% si vous n'avez pas d'autres cofinanceurs. S'il y a d'autres cofinanceurs qui ont trop plein de financement, on sera obligé de diminuer l'aide FEDER pour surfinancer le projet. Ensuite, on a une question sur est-ce que des prestations de services d'opérateurs de transport collectif seraient éligibles dans le cadre d'une expérimentation sur une liaison estivale pour réduire les flux de voitures individuelles sur un site? D'avoir un peu de détails aussi sur cette question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'est aussi dans le parc du Vercors. C'est en fait sur une commune qui a un site sur une route qui est sans issue, comme beaucoup d'espaces naturels ont, des sites qui sont surfréquentés l'été et qui, pour réduire notamment les problèmes de stationnement et de flux de véhicules et préserver l'environnement justement des sites, mettre en place sur les pics de fréquentation, les périodes de pics de fréquentation des systèmes de navettes. Et là, on est vraiment sur aussi des coûts de fonctionnement, en plus des coûts d'aménagement du site, sur des coûts de fonctionnement et c'est aussi pour lancer en fait la manœuvre et voir ensuite avec d'autres partenaires locaux à moyen terme le portage de ces coûts. Mais c'est en fait pour avoir un effet levier de lancement aussi. Non, alors les coûts dans les coûts de fonctionnement, ils ne sont pas éligibles non plus sur cet appel à projet. C'est vrai que je ne l'ai pas listé, mais je pense qu'on doit l'avoir quelque part dans l'appel à projet, mais je ne l'ai pas évoqué, mais non, c'est des coûts, ce type de coûts-là ne sont pas éligibles non plus sur cet appel à projet. Tout type de coût de fonctionnement ne serait pas éligible. Oui. Ok. J'en profite, j'ai une autre question aussi qui fait un peu écho à celle de mon collègue sur c'est pas, alors là, pas sur des coûts de communication, mais sur des coûts d'aménagement, par exemple sur un itinéraire voie verte, voie blanche,
des aménagements, mais qui ne seraient pas des aménagements fonctionnels pour le stationnement des vélos, ce genre de choses, mais qui seraient aussi d'essayer de faire donc d'une voie verte aussi un projet d'interprétation du territoire sur lequel on passe, et qui seraient donc des aménagements qui seraient plutôt des aménagements d'interprétation, où c'est uniquement là des aménagements fonctionnels pour la pratique du vélo ou du cheval, qui sont pris en charge ou les travaux vraiment de la voie, de construction de la voie qui sont pris en charge dans cet appel à projet? Non, alors c'est bien les deux, hein. Ce type de projet-là, ça me paraît bien éligible. Je reviens juste sur la slide, on a bien mis les aménagements et les équipements touristiques et services vélo le long de ces voies-là. Donc voilà, même chose, hein, sous réserve d'avoir un peu plus de précision peut-être sur le type de dépense et sur le projet. Mais a priori, c'est éligible. D'accord. Et j'en profite aussi quand vous parliez aussi de dimension du projet, sur des projets qui ont des dimensions communales, mais qui travaillent aussi la connexion justement intermodale avec une gare de SNCF. Est-ce que l'échelle communale, du coup, est quand même prise en compte, si le projet est d'échelle sur une échelle communale? Oui, oui, c'est-à-dire par rapport à quels critères Mais dans les critères, il y avait, vous parliez d'équipements structurants pour un territoire, mais vous parliez aussi d'échelle régionale ou D'accord. d'échelle. La question de l'échelle, un projet d'échelle communale Oui. est aussi éligible. Alors oui, c'est éligible. Je sors de ma bulle. Oui, oui, c'est éligible. Je reviens sur les critères là. Les critères que j'ai mentionnés du point de vue du caractère structurant et du caractère interrégional, ce sont des critères de sélection. C'est-à-dire qu'ils vont permettre de noter les projets, de les classer entre eux. Par contre, ce n'est pas un critère d'éligibilité. Donc un projet communal, il est totalement éligible. Il aura juste potentiellement une moins bonne note qu'un projet qui serait à une dimension un peu plus interrégionale ou voilà, plus vue comme plus structurante. Voilà. C'est ça en fait, surtout. Ok. C'est noté. Merci. On a une question assez précise sur les applications MaaS, Ouais. service, avec interface grand public sur un portail de destination touristique, serait-il éligible? Il faudrait qu'on échange Ça sera plus de précisé, détails je pense. dessus. Je pense que ça a précisé. A priori, oui, à partir du moment où on est sur un projet de mobilité de masse, de mobilité servicielle, oui. Voilà, il faudrait qu'on échange un peu plus en détail dessus. Je ne sais pas si vous avez aussi des précisions à apporter maintenant, mais a priori, ça me semble éligible. Ouais. Ensuite, on avait une question qui peut-être pourra être précisée parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Donc, on me demandait s'il était subventionnable le fonctionnement, l'investissement, la gratification usagée, l'ingénierie. Et il y a un exemple en dessous sur une enquête usagée sur l'opportunité de l'autopartage. Les résultats ont été restitués, analysés. Le coût de fonctionnement de la solution d'autopartage est à développer avec part sociale, abonnement, crédit d'utilisation. Est-ce que ce serait subventionnable? Je pense que là aussi, il va falloir que peut-être. Il faudrait qu'on échange peut-être plus en détail aussi là-dessus, sur parce qu'il y a beaucoup de sous-dépenses et de sous-questions dedans. Je pense qu'il faudrait qu'on échange, je pense, plus en détail. On va vous expliquer comment les modalités d'échange derrière pour aller un peu plus en détail voilà, en individuel sur les différents projets. Ouais. Ensuite, sur le caractère interrégional, est-ce que c'est une obligation? Donc, on a vu que non. Et l'objectif est de prioriser les véloroutes avec point d'interrogation, prioriser des gros projets qui vont rapidement consommer l'enveloppe. Si mon projet a une vocation territoriale pour un territoire rural, est-il vraiment pertinent de candidater? C'est une bonne question. Donc, sur les véloroutes, non. Enfin, encore une fois, c'est la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des projets. S'ils sont intégrés à une véloroute qui a un caractère particulièrement interrégional, forcément, elle sera un peu plus valorisée à la sélection. Maintenant, ça peut quand même être pertinent de candidater sur un projet à échelle plus locale. Il peut quand même obtenir des points. Ça va beaucoup dépendre des projets qui vont être déposés. Là-dessus, c'est difficile pour moi de vous répondre, quoi. Voilà, ça va être fonction du nombre de projets déposés, du type de projets qui vont être déposés. A priori, il n'y a pas d'inéligibilité particulière et ça peut même être des projets qui sont très intéressants. C'est pas parce qu'on est sur une échelle communale que c'est un projet qui
qui ne les intéressent pas du tout. Voilà, c'est sûr qu'il sera ce sera un peu plus difficile d'obtenir le maximum de points, mais uniquement sur ce critère finalement. Sur les autres, il peut être bien noté et du coup remonter dans la sélection. Donc voilà, c'est une réponse un peu de normand, mais Ensuite, est-ce que l'équipement et l'aménagement d'arrêt mutualisés pour du transport à la demande régulier et des navettes saisonnières sont considérés comme des aires multimodales? Est-ce que c'est possible d'avoir des précisions un petit peu sur la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui, je vous posais la question. En fait, on a un dispositif qui est déjà existant de navettes saisonnières, donc qui fonctionne sur la saison d'hiver et sur la saison d'été. On ajoute un dispositif, on va développer une nouvelle offre de mobilité, en l'occurrence avec, entre autres, du transport à la demande régulier. Les arrêts, les points d'arrêt pourraient être les mêmes. Et en fait, sur les arrêts qu'on a déjà aujourd'hui, on a un problème de signalétique, de mobilier inexistant sur ces arrêts. Donc je me pose la question de me dire, est-ce que ça pourrait être l'occasion de matérialiser correctement et d'aménager ces espaces? Est-ce que à partir du moment où il y aurait du TAD régulier et de la navette saisonnière, ce serait considéré comme des aires multimodales au sens où ils sont éligibles avec deux types de transports différents? Oui, alors après, oui, c'est vrai que c'est plus, j'ai l'impression plus on va dire un réseau de de petits hubs de mobilité, mais oui, on a 2 C'est solutions de ça, c'est un peu ça. transport. On a 2 solutions de transport. Si c'est un projet qui, voilà, qui est cohérent à l'échelle du territoire, et qui peut, en termes de plan de financement, oui, on serait, c'est surtout ça, moi, qui me questionne par rapport au coût Non, en un fait plancher. ouais, en fait, ça s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus global où on a potentiellement, le développement d'une application MaaS, des bornes de partage, des bornes d'autopartage, donc un équipement en borne IRVE et potentiellement ça en plus. Donc c'est pour ça que, hem, en fait, le forfait, enfin le montant plancher, on y arriverait, en mutualisant les différents types de transports qui vont être, développés sur le territoire. Mmh. Oui, moi ça me paraît, voilà, éligible. Il faut aussi qu'on en discute peut-être plus en détail, mais Ouais, OK, je peux pas. merci. Alors, une autre question. Dans le cadre de la gestion des flux et points de fréquentation autour de grands sites naturels, les projets liés à la mise en place d'une signalétique électronique sur la capacité de stationnement de parking public plus relais via WebMap sont-ils éligibles? Ça paraît pas éligible dans la mesure où c'est vraiment sur du stationnement, c'est un projet du stationnement voiture en fait, c'est ça? Si c'est possible de préciser la question. C'est Ludovic. Vous m'entendez là? Oui. Oui, bonjour. Oui. Oui, en fait, ouais, c'est donc ça concerne le lac d'Aiguebelette. Donc, aujourd'hui, on est confronté à des flux massifs donc, de véhicules autour du lac. Donc, il y a des dispositifs qui existent. On est très accessible parce que l'autoroute est située vraiment à proximité. Aujourd'hui, donc, parmi les solutions d'organisation et de gestion des flux, donc, on a prévu, donc, ça a été vu dans le cadre de l'espace Valéa, la mise en place d'une signalétique électronique sur les espaces de stationnement pour informer les gens quand ils arrivent sur le territoire des capacités de stationnement et pour mieux les orienter sur le territoire. Et avec le dispositif, d'avoir aussi des relais d'information à distance qui permettent aux gens qui viennent des agglomérations, notamment de Lyon, etc., d'avoir une information en temps réel des capacités de stationnement autour du lac. En fait, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la gestion des flux, de mieux gérer les points de fréquentation, de mieux informer les gens en amont, mieux les orienter, pour essayer d'apaiser un peu les phénomènes de surfréquentation ponctuelle qu'on observe autour du lac. Bah non, là, en fait, je vois pas dans quelle, en termes de typologie, dans quelle mesure il pourrait rentrer sur la mesure de multimodalité. On n'est pas vraiment là-dessus. Non, Donc, pas multimodalité, mais c'était plus sur la gestion des flux touristiques, en fait. ouais, je comprends. Mais ça me paraît pas éligible, non, parce que sur la mesure 1, donc sur les voies douces,
Donc je vois pas trop comment on pourrait non plus le faire rentrer. Vraiment, en termes de typologie de projet, là, on n'est pas vraiment dans l'appel. D'accord. Ok. Je me permets d'intervenir en complément de l'intervention de Ludovic Caillot. Moi, je suis Catherine Balestra, chef de projet Espace Valérien pour la Chartreuse. Il y a effectivement cette problématique de pic de fréquentation sur le territoire de la Chartreuse avec de l'expérimentation qui a pu avoir lieu sur des sites de montagne. Là, on est sur un site lacustre, effectivement à proximité de l'autoroute et dans l'idée de travailler le parcours client en amont par le biais des offices de tourisme et autres sites internet auxquels seront connectés les aménagements envisagés sur le lac. Donc, avec aussi une réflexion identifiée en lien avec les agglomérations. En lien avec les agglomérations par rapport au transport en commun et potentiellement le multimodal, les gares, etc. Donc, c'est une approche vraiment globale, intégrée. Donc, c'est en ce sens-là où, effectivement, en première lecture, ça colle peut-être pas forcément, mais peut-être que enfin, par rapport aux objectifs identifiés, on est quand même dans. Enfin voilà, j'accompagne un peu les propos de Ludovic Caillot, quoi. Oui, je comprends en termes d'objectifs, mais c'est vrai que les actions éligibles qu'on a identifiées, elles sont quand même assez. En fait, c'est surtout ça qu'il faut regarder en termes d'éligibilité, quoi. Ouais. L'action éligible, elle vient un peu faire un peu un entonnoir par rapport à l'objectif qu'on a défini, et donc vraiment, il faut que ça rentre dans ces actions très précisément. Si on n'est pas dedans, sur un projet qui n'est pas éligible, malheureusement, on ne pourra pas le financer. Même si je comprends tout l'intérêt du projet, mais sur nos actions là qu'on a sur le programme FEDER massif, sur le volet mobilité, on ne peut pas vraiment aller sur ce type de projet-là. Oui. Quelqu'un qui voulait intervenir? On a une question qui anticipe un peu la seconde partie de ta présentation. Les projets seront sélectionnés au fur et à mesure où la réponse interviendra à l'issue de l'examen de tous les projets déposés. Donc, je vous propose peut-être qu'on en reparle après dans la deuxième partie de la présentation, parce que vous allez avoir certaines informations sur le calendrier. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres questions soit que j'aurais oublié dans le chat ou qui n'auraient pas été posées dans la discussion? On refera une série de questions après la deuxième partie. Oui, on pourra revenir, y compris sur la première partie, s'il y a des questions qui vous viennent pendant la présentation. Donc, du coup, je vous propose de poursuivre. Donc cette fois sur la partie 2 sur les modalités de montage de candidature. Alors d'abord en préambule, peut-être un petit rappel sur le cycle de vie d'un dossier européen, à la fois du point de vue du porteur de projet et du point de vue de nos autorités de gestion. Donc là, on est sur la phase tout à gauche, là, sur l'ouverture de l'appel à projet, et puis de votre côté, la phase de candidature. Donc voilà, entre ces phases-là d'appel à projet, de candidature et d'instruction, c'est vraiment une phase qui débute par ce webinaire là, mais un peu privilégié, on va dire, d'échange sur les projets. Mais ensuite, on n'instruira rien avant décembre. Oui. Par rapport à la question qui avait été posée. Je reviendrai. J'ai une autre grille peut-être à la fin qui sera un peu plus lisible là-dessus sur les dates. Ensuite, une fois que cette phase d'instruction elle est passée, on a une phase de programmation. Donc les projets, on les programme en comités régionaux, ce qu'on appelle des comités régionaux de programmation, donc qui sont nos instances en fait de validation des dossiers, politique de validation des dossiers. Et ensuite, les dossiers sont conventionnés avec possiblement le versement d'une avance, comme je l'ai évoqué au début de la présentation. On a toute la phase d'exécution physique du projet. Une phase où on est un petit peu moins en échange direct, mais on est quand même présent sur plus du suivi, sur des échanges ponctuels potentiellement. Ensuite, si le projet a besoin d'avenant pour telle ou telle raison, on a aussi des phases, on a aussi potentiellement des visites sur place à ces moments-là, de projets une fois qui sont en cours de réalisation. Donc c'est-à-dire une phase sur laquelle on vient sur site pour voir si les projets se réalisent tels qu'ils ont été conventionnés. Ensuite, on a la phase d'acquittement de votre côté et de remontée de dépenses. Et là, on est à nouveau en interaction un peu plus privilégiée, donc sur la phase de certification des dépenses, donc de
d'acompte, à la fois d'acompte et de solde, et ensuite le paiement des dossiers. Voilà, c'est un petit peu un récapitulatif un peu global du cycle de vie d'un dossier FEDER. C'est voilà, c'est cette manière-là que ça se déroule. Pour rentrer sur ce qui nous occupe un peu plus aujourd'hui, qui est essentiellement la première partie, donc tout à gauche de la frise, la candidature. J'ai redétaillé un petit peu en mettant différents liens dans la présentation que vous aurez, hein, bien sûr, pour que vous puissiez plus facilement avoir les éléments. Bon, dans la phase de candidature, bien sûr, la première phase, c'est la prise de connaissance de l'appel à projet, que pour certains, vous avez déjà fait. Je vous remets ici le lien. Donc, l'appel à projet il a été publié sur le site L'Europe s'engage en région sud il y a quelques jours, donc j'ai mis le lien en dessous. Vous avez sur cette page-là, vous avez le résumé de l'appel à projet, et on y reviendra après. En bas, vous avez les pièces de l'appel. Il y a une deuxième phase, un petit peu évoquée déjà, mais qui va être une phase un peu plus d'échange, de prise de contact avec l'équipe FEDER Massif. Donc, sur la base de cette fameuse fiche de projet que j'ai évoquée tout à l'heure, cette fiche de projet, elle est disponible dans les pièces de l'appel à projet, dans un sous-dossier qui s'appelle Aide au dépôt. Elle est assez succincte, mais quand même, ça nous permet d'avoir des informations un peu plus précises sur votre projet, sur le plan de financement, sur le calendrier, et donc du coup, nous, de préparer une phase d'échange, j'ai de la pertinence ou pas de déposer en fait un dossier ensuite, quoi. Donc ça, vous pouvez la déposer sur l'adresse du service, hein, sftep.regionsud.fr. Ensuite, on a la phase de constitution du dossier de demande d'aide et des annexes. Comme je le disais tout à l'heure, l'appel à projet, il est téléchargeable en bas de la page de l'appel à projet. Et ensuite, il y a la phase de dépôt du dossier sur la plateforme e-Synergie, donc qui est le portail de dépôt des demandes de subvention FEDER. Je vous mets aussi le lien ici. Et il y a une slide un petit peu plus loin sur les aides à la saisie sur cet espace. Donc ça, c'est un petit peu les grandes phases de la candidature. En termes de recevabilité, ça c'est quelque chose qui est assez important pour qu'un dossier il soit recevable, c'est-à-dire qu'il soit ouvert et instruit de notre côté. Il faut bien sûr qu'il ait été, ça paraît évident, mais bon, c'est bien de le redire, qu'il ait été déposé dans le calendrier d'ouverture de l'appel à projet. Donc l'appel à projet, il a été ouvert il y a quelques jours, il y a 2 semaines, et il sera ouvert jusqu'au 9 décembre de cette année. Il faut qu'il ait été daté et signé par une personne habilitée, avec bien sûr qu'il y a délégation de signature. Donc il faut qu'on ait le justificatif de cette habilitation à signer le dossier. Et il faut que le dossier il respecte le montant de dépenses minimum. Donc ça, voilà, c'est les coûts planchers que j'ai évoqués à chaque fois sur chaque mesure. Et qu'il respecte le taux d'aide FEDER minimum de 40%. Donc ça, c'est les grandes lignes de la recevabilité. Voilà, je le redis, c'est important parce que tout dossier qui ne respecte pas ces points, il est déclaré directement irrecevable, il n'est pas instruit. Ce sont les principaux points à respecter. Je fais un petit focus sur les pièces du dossier de candidature. Donc, hormis le dossier, je ne l'aborde pas ici, hein, le dossier aide au dépôt, je vous ai récapitulé ici les pièces qui sont à joindre à l'appui de votre demande d'aide. Donc, il y a un dossier pièces à joindre avec des pièces obligatoires pour tous les porteurs de projet. Vous avez l'annexe 1 avec le plan de financement, donc en dépenses et en ressources. Une annexe 2, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure sur la partie sélection, qui permet de détailler un peu la description de votre projet, parce que sur la plateforme e-Synergie, vous n'avez pas forcément l'espace nécessaire pour le faire. Là, vous pouvez le faire. Donc, à la fois décrire le projet plus en détail et aussi argumenter et répondre aux critères de sélection. On a des encarts spécifiques par critères de sélection qui vous permettent de détailler votre projet en fonction de la réponse à tel ou tel critère. On a une annexe 3 sur les principes horizontaux. Ça, ce sont les principes aussi que j'ai évoqués tout à l'heure à la sélection. Développement durable, égalité homme-femme et lutte contre les discriminations. Voilà, qui vous permet là aussi de répondre un peu plus en détail sur ces principes-là. On a une grille des pièces à joindre. Ça va être la liste de toutes les pièces qui seront à fournir, donc en plus de ces pièces que j'évoque là.
notamment justificatif de dépenses, etc. Donc, tout est listé dans cette grille. On l'appelle aussi grille d'autocontrôle parce que voilà, vous permet aussi à vous de regarder, d'être bien sûr que l'intégralité des pièces a été fournie. On vous demande de nous la fournir, cette grille, parce que c'est pareil, pour nous, ça nous permet aussi de vérifier que vous avez bien vu l'intégralité des pièces à joindre, que vous avez répondu. C'est aussi dans cette grille que vous pourrez indiquer le nommage de chacune des pièces. Donc pareil, dans notre relation porteur de projet et instructeur, ça nous permet plus facilement d'identifier les différentes pièces. Il y a une déclaration aussi sur l'honneur qui est à joindre. Et ensuite, il y a des pièces facultatives, l'attestation de priorisation à l'espace valéen. Donc là, on est uniquement sur les projets de la mesure 1. Voilà, pour rappel, sur cette mesure 1, les projets doivent être validés en comité de pilotage espace valéen. Et une lettre d'intention des cofinanceurs. Donc si bien sûr, il y a un cofinancement sur le dossier, et si vous ne disposez pas encore de l'engagement juridique, donc de la délibération, de l'arrêté, de la convention d'attribution, il faut déposer tout de même une lettre d'intention pour qu'on vérifie, voilà, qu'on ait cette assurance que le cofinanceur il a bien ce projet dans son viseur aussi. Et ensuite, on a un dossier marché public. Je vais revenir un petit peu en détail sur la partie marché public, parce qu'elle est quand même importante et vous serez concerné en intégralité. Sur le dossier marché public, on a une grille spécifique qui s'appelle la grille infoporteur, dans laquelle il y a 2 volets. Le premier volet, on vous demande de détailler toutes les procédures qui existent dans vos structures en matière de conflit d'intérêts, de computation des seuils, de politique d'achat. Et le deuxième volet, on vous demande de lister tous les marchés publics sur l'intégralité des lignes de dépenses qui ont été passées ou qui sont prévues. Et ensuite, on a aussi des sous-dossiers qui permettent de transmettre les pièces à l'appui de cette grille. Donc un sous-dossier prévention conflit d'intérêts, un sous-dossier computation des seuils, un sous-dossier politique d'achat, si vous avez des pièces à vous fournir pour justifier de ces procédures-là. Donc petit focus sur les marchés, comme je le disais, notamment sur cette grille infoporteur. Là, ce qui s'affiche à l'écran, là, le petit tableau Excel, c'est le volet 2 de cette grille que j'évoquais un petit peu avant. Donc on a ici, en fait, on vous demande d'indiquer tous les marchés qui sont concernés par le dossier FEDER. Donc tous les marchés, c'est-à-dire ceux qui ont été passés, mais aussi ceux qui sont prévus, et ce, quelle que soit la procédure. Donc pas seulement les marchés à procédure adaptée ou les procédures formalisées, mais aussi toutes les dépenses sans publicité mise en concurrence. En fait, nous, ça nous permet d'identifier la procédure qui a été utilisée ou qui sera utilisée pour chacune des dépenses. À ce stade, on ne vous demande pas de transmettre les pièces de marché, donc ça c'est vraiment au dépôt de la demande d'aide. On vous demande néanmoins de transmettre cette grille-là. Et ensuite, nous, à partir de cette grille, ça va nous permettre de définir les marchés qui vont faire l'objet d'une analyse dans notre phase d'instruction. Donc en fait, ça va être tous les marchés qui sont déjà notifiés. On va aller directement, en tant qu'instructeur, les analyser, en tout cas analyser la conformité de ces marchés au code de la commande publique dès l'instruction. Et donc c'est dans cette phase-là d'instruction qu'on vous demandera les pièces de marché public via la transmission de ce qu'on appelle un kit marché, donc un sous-dossier dans lequel vous pourrez classer les pièces et une grille aussi, grille marché public. Et ensuite, tous les marchés qui n'ont pas été notifiés à ce moment-là, au moment de la demande d'aide et de l'instruction, ils seront eux analysés, donc tous ceux qui vont être notifiés au moment de la réalisation de votre projet, ils seront analysés à la certification du dossier, donc au moment des remontées de dépenses, dans un second temps. C'est un petit peu comme ça que ça se passe sur le volet marché public, pour ceux qui n'ont pas encore déposé de dossier de demande d'aide FEDER. Je vous mets dans cette slide quelques documents d'appui. Alors, sur l'encadré de gauche, des documents qui vont vous aider dans la constitution de votre dossier. On a un guide général du candidat. Je vous ai mis le lien direct vers ce guide sur le site l'Europe en région sud. On a aussi des petits tutos, des petits tutos qui ont été faits, des petits tutos vidéo sur différents sujets, sur la complétude de la grille de pièces, de la grille infoporteur et du kit marché, justement, donc, qui rentre un peu plus en détail que ce que je vous ai évoqué là. Sur aussi comment compléter le plan de financement. Donc ça aussi, c'est accessible directement sur l'Europe en région sud. Et ensuite, on a des pièces qui permettent de vous aider dans la saisie du dossier dans la plateforme e-Synergie. Donc il y a une trame standard. Donc cette trame, elle est dans le dossier directement dans le zip de l'appel à projet.
En fait, c'est une sorte de reprise à l'identique de ce que vous trouverez dans Synergy, mais sous format Word. Ça vous permet de vous préparer un petit peu à ce qui va vous être demandé et d'avoir un peu, avant de rentrer dans le portail, l'intégralité de ce qui va vous être demandé sous format Word. Et il y a aussi un guide du portail Synergy. Là aussi, on a mis, je pense, oui, le lien se trouve aussi dans l'appel à projet, mais je vous ai remis le lien ici sur cette slide pour vous appuyer dans la saisie du dossier sur la plateforme. Et ensuite, je crois que c'est la dernière slide avant de refaire un petit temps d'échange. Donc, je récapitule un peu le calendrier. Donc là, on a entamé la phase d'appel à projet, on va dire plutôt d'accompagnement. Donc l'appel à projet il a été ouvert le 27 juin 2025. On a aujourd'hui le 8 juillet, date de ce webinaire. Et l'appel se clôture le 9 décembre, donc comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est sur cette phase où vous pourrez avoir un petit peu quelques échanges sur la base de la fiche projet que j'ai évoquée tout à l'heure. Ensuite, on a une phase d'instruction qui ne démarre, comme le disait Magali, que après la clôture de l'appel à projet, et donc qui va se dérouler dans le courant de l'année 2026. Et une fois que les dossiers sont programmés et conventionnés, il y a la phase de réalisation des projets. Alors ils peuvent avoir démarré avant, encore une fois, mais voilà, pour simplifier, donc la phase de réalisation des projets qui se déroule jusqu'au 30 juin 2029. Je la répète, cette date, mais elle est importante, hein, qui est vraiment la date limite de réalisation des projets. Donc c'est bien une date qu'il faut que vous ayez en tête et que vous preniez en compte dans votre réponse à l'appel à projet, dans votre calendrier aussi prévisionnel d'exécution, parce qu'on ne pourra vraiment pas aller au-delà. Donc c'est vraiment la date de fin en fait, de l'éligibilité des dépenses de vos projets. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais évoquer aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Sur le fait donc, de commencer l'instruction après la fin de parution de l'appel à projet, on demande si la réponse interviendra à l'issue de l'examen de tous les projets déposés. Donc ça, oui. Ensuite, tu l'as dit tout à l'heure, selon le nombre de dossiers, l'enveloppe demandée, il est possible éventuellement de classer les projets, mais ça, on le saura une fois l'appel terminé. Ensuite, on avait des questions sur le taux d'aide minime par rapport à la recevabilité. Oui. Le respect du taux d'aide FEDER. Donc, savoir si c'était 40 ou 60. Alors, c'est bien 40. C'est bien 40. Et sur le taux maxi, on n'avait pas mis la recevabilité parce qu'on peut l'adapter. Oui. Mais enfin, bon, il faut quand même que le projet respecte le taux maximal également. Est-ce que les régions peuvent candidater? Oui. Ce sont des collectivités, donc oui. Alors, sur la mesure de intermodalité, permet le financement de solutions applications permettant notamment de mettre en relation des covoitureurs. En Savoie, les collectivités portent des dispositifs de gratification du covoiturage avec l'opérateur Blablacar. DI. Est-ce que ces dispositifs sont éligibles? Non. Ça ne fait pas partie des dépenses qu'on peut retenir sur cette table. Sur le calendrier, est-ce que cette AAP sera reconduit en 2026 et 2027? Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Normalement, on devrait consommer l'enveloppe sur cet appel à projet, mais tout ça sera étudié au niveau du partenariat Massif Alpin. Et s'il reste de l'argent sur notre enveloppe, ce sera discuté en partenariat pour savoir si on relance un appel à projet et sur quelle thématique. Pour l'instant, on ne peut pas vous répondre sur ce point. Ensuite, on avait une question sur l'avance. On peut recevoir l'avance quand, au plus tôt, et solder le reste quand, au plus tôt. Alors l'avance, comme je disais tout à l'heure, c'est à la signature de la convention d'attribution, donc c'est vraiment sans justificatif. En termes de délai, je ne sais pas dire à partir du moment où on conventionne. C'est assez rapide. C'est rapide, très rapide. Et la demande de solde au plus tôt, ben là. C'est quand vous pouvez. Ça dépend pour nous, c'est très bien. Plus tôt, c'est au plus tôt et mieux. C'est ça. Pas de date particulière. Comme des votes pour le déterminer, si vous pouvez
réaliser la demande de solde directement, vous pouvez le faire. Ensuite, Sous réserve qu'il soit conventionné, bon, bien sûr. est-ce que les porteurs privés sont éligibles? Je les ai listés tout à l'heure. On a essentiellement des collectivités, mais on a rendu éligible aussi des associations et les entreprises publiques locales. Mais c'est tout sur ce dispositif-là. Ensuite, au niveau de l'autorité de gestion, avez-vous prévu une date butoir pour l'étude de tous les dossiers? Ce sera en courant de 2026. Normalement, on s'est donné une année selon le niveau de maturité des projets. Et, c'est prévu pour l'année 2026. Excusez-moi, je me permets de reprendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Par rapport, c'est moi qui ai posé la question par rapport à la date butoir, parce que du coup, est-ce que c'est plutôt sur la première partie de l'année? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'arrêté attributif derrière, si la date maxi pour les dépenses, c'était 2026, c'est ça? Pour les projets qui nécessitent des aménagements, notamment voies cyclables, ça laisse peu de temps après. 2029, la date limite. 2029, ah oui, d'accord, ok. J'ai mal lu alors. Oui, 30 juin 2029, pas 2029. Donc ce serait d'accord. Donc on aurait éventuellement, si on est retenu, on aura un arrêté attributif en 2026. C'est ça. D'accord. Ok, merci. C'est une convention. Oui, Karine précisait également que pour les paiements, en cas de paiement de solde, il faut évidemment avoir les attestations de paiement final des cofinanceurs s'il y a d'autres cofinanceurs qui interviennent sur le dossier. Pour un paiement de solde, il nous faut absolument ces attestations de paiement pour pouvoir débloquer le FEDER. Quelques questions. Donc, quand vous parlez d'un passage en copie l'espace valéen, est-ce qu'une consultation écrite aux membres du copie peut suffire en cas de projet émergent en novembre-décembre en l'absence de copie prévue? À mon sens, il n'y a pas de restriction là-dessus. Oui. À partir du moment où on a une validation en fait, de l'espace valéen, alors après, peu importe quelque part la modalité. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur les montants minimums de dépenses? Parce est-ce que c'est bien 200 000 €, mais tout dépend des mesures. Du projet et de la mesure. Ouais, donc je reviens sur les différentes slides. Donc, sur la mesure 1, si on est sur une étude ascenseur valéen, on a entre 100 000 et 300 000 €, un projet d'investissement entre 200 000 et 1 million. C'est la même chose sur la mesure 2. Ça va être aussi entre 200 000 et 1 million d'euros. Et si on est sur la mesure 3, sur les études de connaissance, on est entre 100 000 et 300 000 €. Hors taxe. je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à vous manifester. Ou s'il y a d'autres questions. Oui, je vous remets juste ici les différents contacts et les différents interlocuteurs. Donc on a les services fédéraires territoriaux. Et ensuite Principe Côte d'Azur. Donc je vous remets le mail du service, donc sf4marégionsud.fr. Et avec là en dessous, voilà, vous avez un peu l'intégralité de l'équipe sur ce volet massif. Donc le chef de service c'est Gwendoline Coignard, Magali Deloufet qui était avec moi, chef de service adjointe. Donc je suis Yannick Pitavino, donc je suis à la mission massive des Alpes et je suis le référent de cet appel à projet. Et je vous ai mis aussi en dessous, voilà, pour les espaces valéens, vous les connaissez, les référents, donc Karine Caudron, Catherine Bouton et Christopher Doucet-Carrière, donc qui sont les référents des différents espaces valéens. Donc, voilà, plutôt pour la mesure 1. Et je vous ai remis aussi le lien vers le site europe.marégionsud.fr où vous trouvez à la fois les informations sur cet appel à projet, où je mettrai aussi, je pense qu'on pourra mettre aussi directement sur le site l'enregistrement
Oui. de ce webinaire et puis l'intégralité des documents aussi d'appui que j'ai évoqués tout au long de la présentation. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée. Merci à tous, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.